Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Vous êtes les bienvenus dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, ici, nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Pour cet autre numéro, je reçois comme invité, évidemment, M. Patrice Camara. Il est le secrétaire général de l'UNR et il siège au comité de suivi des accords politiques au compte de la mouvance en tant que parti allié, bien entendu. Avec lui, on va parler de l'actualité brûlante, en tout cas du moment, de cette démission du gouvernement Youla, la réaction de l'UNR, à quel type de gouvernement faut-il attendre pour les 2 années qui restent pour la gouvernance, en tout cas pour le second mandat d'Alpha Condé. Mais avant tout cela, nous parlerons de la vie même du parti, la vie de l'UNR. Comment ce parti s'en est sorti des élections communales du 4 février 2018, mais aussi quel est son regard sur ce qui se passe au sein du cadre de dialogue, notamment l'attitude de l'opposition qui, selon certains, a un pied dans la rue, un autre pied au sein de ce même comité de suivi. Monsieur Patrice, bienvenue dans cette émission. Merci, et c'est avec grand plaisir que je réponds à votre invitation pour évoquer les différents problèmes qui assaillent notre pays et sur lesquels nous sommes tous concernés. Absolument. Et pour commencer, d'abord, votre parti, l'UNR. C'est notamment vous et le président du parti seulement qui semble être, en tout cas, les figures les plus connues de votre parti, le ministre Bigop et vous en personne. Votre parti, aujourd'hui, est-il en bonne santé sur l'échiquier politique de notre pays, je veux dire? Ben, là également, vous me permettrez de vous remercier, mais tout en attirant l'attention que vous avez juste une lecture de visibilité. Comme on dit, un parti politique, c'est très souvent comme un océan. Il y a un monde énorme dans les profondeurs de l'océan, mais rassurez-vous, je crois que si nous existons, que ce soit le ministre Boubacar Bari ou moi, comme vous l'avez noté, c'est parce que bien il y a d'autres forces sur lesquelles nous nous appuyons pour donner la visibilité du parti. Ces forces ont pour nom les femmes, les jeunes, les différentes fédérations installées à l'intérieur du pays et celles qui sont dans le voisinage de notre pays. Je pense que c'est l'ensemble de toutes ces forces qui constituent la source énergétique de l'UNR. Pourtant, on a l'impression que c'est vrai que vous êtes un parti allié au parti au pouvoir, le RPG, mais vous n'êtes pas fondu dans le parti, on en parlera tout à l'heure, en tout cas jusque là, mais on a l'impression que vous aviez laissé le terrain à votre allié jusqu'ici, depuis vos termes d'alliance. Est-ce que c'est ça votre objectif en vous alliant? Vous laissez le terrain libre à l'allié parce qu'on ne sent pas votre présence sur le terrain, à travers le dynamisme de votre parti? Non, vous savez, il y a des règles et devoirs au sein d'un partenariat. Le chef de file du partenariat reste bien le RPG qui est le chef de file de la mouvance, au même titre que l'UFDG est le chef de file de l'opposition en République de Guinée. Bien. Donc nous avons 2 grosses entités autour desquelles des alliances se font, se construisent et se défendent en même temps au gré des intérêts des partis politiques. N'oublions jamais que... Et qui nous met dans ce schéma de bipolarisation de la vie politique, comme le dit très souvent Sidi Touré. D'ailleurs, il ne vous pardonne pas d'avoir bipolarisé, vous du côté de la mouvance et les autres du côté de l'opposition républicaine. Écoutez, je ne rentre pas dans ce débat-là, puisque si l'UFR avait été chef de file de quelque part, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, je suis pratiquement persuadé que les choses n'auraient pas changé pour autant. Bien. Donc, oui, sur les élections locales, il a été convenu de fonctionner sur la liste du RPG, qui, en tant que chef de file de la mouvance, conduisait la liste pour cette élection-là, qui consistait en réalité pour mains alliées comme étant un test pour voir, quelle était la solidité du RPG d'une part, et d'autre part, dans la réalité du partenariat, observer comment ça fonctionne
face à une épreuve. Donc je crois que c'est comme ça qu'il faille lire ce qui s'est produit pendant les élections locales. Moi, ce que je voudrais savoir, parce qu'en parlant tout à l'heure de l'état de santé de l'UNR en tant que parti politique sur le terrain, vous répondez que le parti se porte bien. On suppose que vous avez une assise nationale, vous avez une base qui est là. Et alors, est-ce que, à l'occasion des élections locales, vous avez bien sûr décidé de partir en alliance avec votre allié RPG à certains endroits, mais est-ce que vous avez voulu, pour jauger votre propre capacité, aller en solo dans certaines circonscriptions? Est-ce que ça a été le cas, ou bien de bout en bout vous êtes allé en alliance avec le RPG pour avoir un résultat commun? Écoutez, ce genre d'élection obéit à une stratégie. Il faut demeurer très cohérent. On ne peut pas, d'une part, accepter d'aller sur une liste groupée avec l'étiquette RPG Arc-en-Ciel, sur la base justement du partenariat qu'on avait signé en 2015, et au même moment décider ici ou là d'aller sous son propre label. Je crois que ça fait un peu désordre. Ça perturbe même l'électorat. Certains l'ont fait. Oui, mais le résultat était éloquent en termes d'échec. En termes d'échec, il y en a qui ont quand même fait des résultats. On ne va pas se mettre à les citer. Mais là n'est pas le débat. Nous avions pensé qu'il fallait rester organisé et groupé. Bien. Derrière le RPG, c'est un choix, un peu partout. Voilà, c'est un choix stratégique, comme il y en a d'autres, tels que d'autres l'ont fait. Donc, à l'issue du résultat, je crois que c'est l'issue du résultat qui doit amener les états-majors politiques à analyser les résultats, analyser les conséquences des résultats et tirer les conclusions objectives qui découlent de ces choix-là. Pour l'UNR, nous estimons que c'était difficile, oui, c'était même pénible à certains endroits, les échanges étaient très très tendus entre le RPG et nous, ma foi, mais lorsque la décision devait être prise, des décisions intelligentes ont été prises et je crois que les résultats attestent en effet que c'est une élection partenariale, en tout cas RPG et ses alliés. Pour l'UNR en tout cas, nous sommes satisfaits. Bien. En tout cas, on ne finira pas de parler de votre parti tout au long de cette émission. Nous reviendrons sur les relations entre le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés, dont l'UNR. On en reviendra tout à l'heure. Mais avant cela, on va parler de cette autre actualité politique. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous siégez au sein du comité de suivi des accords politiques aux côtés de l'honorable Damaro, au compte de la mouvance. Alors, vous, votre regard et le regard particulier de l'UNR, de ce qui se passe au sein de ce comité depuis la relance des activités du comité après les différentes rencontres que le président a eues avec Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition, Damaro de la mouvance et le groupe Les Républicains de l'UFR. Les travaux qui s'y passent, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ça a été une perte de temps, vu qu'en fin de compte, l'opposition, qui est votre interlocutrice, décide de quitter, en tout cas de suspendre sa participation aux travaux du comité? Bien, écoutez, je crois que lorsque ce dossier a été transmis au comité de suivi, ce fut une surprise pour plus d'une personne. Ma foi, mais nous avions pensé que l'opposition, pour une fois, viendrait au comité animée au moins d'une bonne volonté pour avancer sur le traitement des dossiers. La bonne foi, on ne va pas demander la bonne foi aux gens, ça c'est bon pour nos mosquées et nos églises. Maintenant, lorsque ce dossier est arrivé, l'opposition a présenté sa requête et les motivations de sa requête, en indiquant qu'elle a été volée de ses suffrages. Alors, la question qui fut posée était avait-il identifié qui avait volé, ce qui faciliterait peut-être les démarches. Que nenni, il n'avait identifié personne. Alors, la question, je dois rappeler que nous sommes face à la loi. Avons-nous les moyens ou les pouvoirs de contourner la loi? Je crois que non. Et au sein des membres du comité de suivi, comme vous l'avez noté, il y a moult députés, des députés à la fois de la mouvance et de l'opposition, et ceux de l'UFR, de nos amis de l'UFR, et devant un comité international qui observe comment les hauts cadres guinéens, qu'ils soient députés ou de la haute administration, peuvent défendre la Constitution ou alors la sacrifier. Heureusement, je crois que le bon sens et la raison ont habité plus d'une personne,
la mouvance a expliqué à l'opposition qu'elle n'était pas en mesure de participer à une violation quelconque de la loi. Alors moi, ce que je veux savoir, pourquoi vous êtes finalement allé à ce dialogue? Parce que le président qui appelle le chef de file de l'opposition, qui dialogue avec lui et qui dit, alors allez-y au comité, trouvez une solution à ce problème. Il vous appelle, vous de la mouvance, il vous dit la même chose, l'UFR la même chose, vous y allez et tout le monde reste à couteau tiré durant plus de 3 semaines et on est au statu quo en fin de compte. Et l'opposition dit que vous rejetez en bloc toute proposition qui arrive, qu'elle soit de bonne foi ou de mauvaise, vous êtes tout de suite prépositionné à rejeter les propositions, venant d'abord d'elle, l'opposition, mais venant même des représentants de la communauté internationale. Est-ce que c'est vrai ou pas que la mouvance est de mauvaise foi et même fait montre d'arrogance, selon ce que l'opposition dit au sein du comité? Écoutez, je ne voudrais pas tomber dans une polémique inutile, mais ce que je peux dire quand même en tant que citoyen guinéen, c'est de déclarer cette affirmation de l'opposition comme étant fausse. De dire que vous rejetez toutes les propositions. Cette affirmation est tout à fait fausse. D'abord, l'opposition est arrivée avec des problèmes sans solution, comme d'habitude, sauf là, ils ont une solution magique. Avec des problèmes sans solution? Oui, comme d'habitude, c'est récurrent chez eux. Hein. Donc, il faut que les gens trouvent des solutions. Et on ne peut pas participer, je le dis, nous ne participerons pas à une recherche de solutions tendant à violer la loi. Ceci est impossible. Étant donné que la loi avait déjà été violée par qui dans une phase du processus, selon eux, c'est pas moi qui le dis. Écoutez, quand ils disent que les magistrats au sein des CACV écoutez mon frère, les magistrats relèvent du Conseil supérieur de la magistrature. Je crois qu'il faut savoir les règles sur lesquelles nous fonctionnons. Moi je dis le comité de suivi, et ça c'est démontrable à souhait, le comité de suivi n'a aucun pouvoir d'interférer sur une décision de justice. Alors, surtout qu'il est dit, que la décision du magistrat est sans appel. Donc selon vous, pour donner suite aux recommandations expresses du président de la République après cette série de rencontres, vous demandant de trouver solution, quelle était la proposition de bonne foi venant de vous, selon vous, qui ne violerait pas la loi et que l'opposition aurait pu accepter et qui contente toutes les positions, en fin de compte, sur la phase de contestation des élections là? Mais mon cher frère, le bon sens en la matière, notamment sur cette question particulière, des citoyens guinéens ont été appelés à voter, ils ont voté, n'est-ce pas? Alors, si d'aventure on doit être amené à reconnaître que des voix ont été détournées, je crois que la meilleure des choses en la circonstance est de reprendre les élections dans ces circonscriptions. C'est ce que vous tenez à proposer? C'est ce que la mouvance a proposé, afin que ces circonscriptions, les élections soient pures et sans tâche. L'opposition a rejeté cela en bloc. Donc, parce qu'ils pensent que c'est un gaspillage de fonds, de temps. Mais je ne pense pas que pour la circonstance, ils soient les mieux placés pour donner des leçons à qui que ce soit. Je ne pense pas, avec toute l'amitié que je leur porte. Donc vous proposez et vous tenez qu'on reprenne, si l'opposition pense qu'il y a eu fraude dans les 6 communes urbaines et rurales, qu'il faut reprendre les élections carrément? Oui, parce que vous savez, la solution la plus simple qui a été évoquée par la communauté internationale, qui tombait sous le sens, c'est une élection à la proportionnelle, avec quelques exceptions où une liste peut avoir la majorité à elle seule, mais en règle générale, c'est une élection à la proportionnelle, à l'issue de laquelle des discussions doivent s'ouvrir entre les protagonistes pour effectivement le choix du maire et du bureau du maire. En faisant des jeux d'alliance, voilà, et tout est quand je te donne ça, tu me donnes autre chose. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que l'UFDG, puisque je ne dirais plus l'opposition, puisque l'UFR même se réclame de l'opposition, et de ce son plein droit. Donc l'UFDG se trouve à ce moment-là coincé, parce que je rappelle également que l'UFR a une position idéale, positionnée 3e. Donc c'est elle qui fera le jeu pour... genre faiseur de roi, comme on l'a toujours dit. Oui, naturellement. Donc... les conséquences de cela feront que l'UFDG, même si elle est première dans certaines communes, n'aura pas la mairie. Et donc par conséquent, qu'est-ce qu'elle choisit comme réaction? C'est de bloquer tout le jeu. Et faisant
peser ce chantage abject sur le peuple de Guinée. On va marcher, on va faire ceci. Je crois que même à l'approche du mois de Ramadan, la piété appelle à ne pas aller dans ce sens-là. Parfois, mais bon, chacun est libre de ses choix de stratégie, mais les Guinéens qui prennent conscience de jour en jour du péril dans lequel on les positionne, je pense que le moment venu, ces Guinéens-là apporteront la réponse cinglante à la classe politique, notamment sur ces questions-là. Fort malheureusement, une élection aussi simple que les locales. Mais voyez-vous, c'est que l'UFDG pense, et peut-être à-t-elle raison, puisque avant qu'elle ne soit l'UFDG, certains éléments qui la composent ont eu à gouverner dans ce pays à un moment donné, que c'est pas les chefs de quartier que l'on triche pour gagner une élection. En tout cas, on a l'impression, en tout cas, cette impression, elle vient de ceux qui vous observent, des citoyens qui vous observent depuis là où vous étiez en train de dialoguer, que c'est vous avez tous déçu. Que ce soit maintenant l'opposition, la mouvance, l'UFR, parce que en fait l'attente c'était que vous y sortiez avec une solution et que ceux qui ont été élus comme maires, comme chefs de quartier soient enfin installés. Et vous voyez que nous sommes près de 3 mois après. Ils ne sont pas installés. 4 mois, ces maires-là ne sont pas installés. D'ailleurs, qui ont commencé à lever le ton justement parce qu'ils méritent d'être installés dans leurs fonctions. Est-ce que vous tous n'avez pas dessus les citoyens ont parfaitement raison. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai saisi votre question pour, au compte de la mouvance présidentielle, présenter toutes nos excuses au peuple de Guinée, mais insister sur le fait que au moins nous avons apporté des propositions. Puisque lorsqu'on a... C'est-à-dire la mouvance. Oui, et même cette proposition a été objectée par l'opposition. La question qu'on se pose, c'est que veut-elle? Que veut l'opposition? Oui, ou alors a-t-elle un agenda inavouable qu'elle est en train de travailler pour la rendre réelle? Je crois qu'il faille faire beaucoup attention, et je rappelle d'ailleurs qu'il y a des enjeux non moins plus importants devant nous qui nous interpellent. Vous savez qu'au mois de mars, en principe, la CENI, son mandat est terminé. La CENI a proposé un chronogramme pour les élections législatives qui nous mène sur l'audit et le traitement du fichier à juillet 2019. Question, comment pourra-t-elle organiser les élections en juillet 2019 quand on sait que son mandat finit en mars? Bien. Donc je crois que ça, ce sont de véritables dangers qui nous font face et pour lesquels nous devons utiliser le maximum de nos intelligences et de nos énergies pour permettre qu'il y ait à date échue une Assemblée nationale. Bien. Pour terminer cette première partie et ce sujet de crise, j'avoue que hier, nous étions avec Honorable Damaro, comme je l'ai dit, qui est aussi votre allié, mais le regard particulier et l'avis personnel de vous en tant que politique, selon vous, quel peut être le schéma viable pour qu'on sorte de ce statu quo, pour qu'enfin, justement, on puisse installer ces conseils communaux, parce que l'opposition dit depuis 48 heures qu'elle donne la chance à la communauté internationale de démarcher pour rapprocher les positions. Selon vous, quelle pourrait être la possibilité de sortir de cette crise? Écoutez, moi j'ai d'abord ce que vous venez de dire de l'opposition qui dit qu'elle valide la démarche de la communauté internationale pour les rapprochements de position. Je trouve que cela est extrêmement puéril. Parce que je ne vois aucune raison qui fasse que l'opposition ne puisse enclencher une démarche elle-même qui ne porterait pas des résultats. Je crois que 60 ans après nos indépendances, il est temps qu'on se prenne vraiment au sérieux face aux responsabilités qui sont les nôtres ou pour lesquelles nous concourons à obtenir la confiance des populations pour les assumer. Et je ne pense pas que dans une réflexion comme celle-ci, on soit réellement à l'honneur des attentes des Guinéens. C'est clair. Nous devons respecter les efforts fournis par les dévanciers de la République, qui ont pour nom Ahmed Sékou Touré et ses compagnons, les pères de l'indépendance. Il est vrai que pour certains, cette indépendance était même un cadeau. Je crois que le cadeau, il faut savoir le demander aussi. Donc nous devons avoir du respect, un regard fort de respect envers nos dévanciers, envers ceux qui ont géré la République jusqu'à date, puisque que la République soit
en mauvais état ou en bon état est une chose, mais ce qui est une réalité, c'est que la République est là. Bien. Elle est bien là. Et le schéma de sortie de crise, selon vous? Maintenant, le schéma de sortie de crise, c'est que il n'y a pas à appeler, je l'ai dit, il n'y a pas à appeler un étranger pour me dire de vous parler. Bien. Hein, je dois aller vers vous, vous devez venir vers moi, on doit savoir s'écouter, on doit savoir être tolérant, on doit savoir également se faire des concessions. Donc ce que vous voulez dire à l'opposition, c'est de ne pas avoir un pied dans la rue et l'autre dans le cadre du dialogue. Écoutez, moi je n'ai pas de leçon à donner à l'opposition, elle est libre de faire les écartèlements qu'elle veut. Bien. Ce qui est important, c'est que nous réfléchissons pour le bien-être des Guinéens. Bien. Alors voilà comment prend fin cette première partie de l'émission Café Débat et l'avis, en tout cas, de l'UNR par la voix de M. Patrice Camara sur cette crise politique que nous connaissons, vous le savez, depuis le 4 février. Nos maires élus ne sont pas installés puisque des résultats sont contestés ci et là par l'opposition républicaine et c'est un débat de sourds ou un dialogue de sourds qu'on a l'impression de voir depuis le cadre du dialogue qui ne trouve pas de solution pour l'instant. Ben, on verra comment les choses vont évoluer dans les jours et les mois à venir. Pendant ce temps, on passe à l'instant pause dans cette émission. Derrière, on se retrouvera pour évoluer sur d'autres sujets comme les relations entre le RPG Arc-en-Ciel et les partis alliés, puis la démission du gouvernement Mamadi Youla. À quel autre type de gouvernement peut-on s'attendre tout de suite après la pause thé? Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui reçoit comme invité, et comme vous l'avez constaté dans la première partie, M. Patrice Camara, secrétaire général de l'UNR, et il siège, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux côtés du RPG Arc-en-Ciel, au comité de suivi des accords politiques pour parler de la crise politique qui assaille notre pays. Là-dessus, nous avons largement parlé. Alors, cette fois-ci, on va parler du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir et ses alliés. Il y a des moments où on a entendu parler de relations assez chaudes, un peu chamboulées entre les alliés et le RPG. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vos relations sont au beau fixe globalement avec les alliés, et plus précisément l'UNR se sent-il confortable à date dans cette relation politique? Mais écoutez, avant de répondre à votre question, il me vient une idée. Je crois que pendant le mois de Ramadan, ce sera plutôt débat sans café. Débat sans café. C'est bien inspiré. Je crois qu'il faudra mentionner cela. Mais là, pour revenir au RPG, vous savez, nous, à l'UNR, on a toujours proclamé, et c'est notre conviction, qu'un grand parti ne fait pas de cadeaux. On ne vient pas en politique. Un grand parti ne fait pas de cadeaux. On ne vient pas en politique pour faire des cadeaux. On vient en politique pour développer des stratégies, des actions et des réflexions en termes de communication qui permettent de déclencher le principe de complémentarité à bâtir autour d'un partenariat. Hein, c'est ce qui s'est passé. Et quand vous dites qu'on ne fait pas de cadeau, ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que l'UNR, je veux dire, gagne dans ce partenariat, puisque vous ne venez pas pour faire de la figuration? Non, je dis les grands partis ne font pas de cadeau. Puisque les grands partis, entendons-nous bien sur le concept, on considère grands partis les deux grands partis qui sont chefs de file, soit de l'opposition ou de la mouvance. Donc aux deux extrémités de la vie politique guinéenne. Mais ce sont les deux conducteurs, naturellement. Même si l'UFR n'est pas d'accord. Mais écoutez, on n'est pas là pour recenser les états d'âme des uns et des autres. Le fait s'établit de lui-même. Maintenant, on va pas... Je comprends les états d'âme, mais en tout cas, la vie... C'est pas ça la réalité. Les réalités quotidiennes de la vie s'imposent à tous. Bien. Donc en disant que les grands partis ne font pas de cadeaux, qu'est-ce qu'on va entendre par là? C'est-à-dire que lorsque
on veut établir un partenariat avec un parti chef de file, disons comme ça pour ne fâcher personne. Par exemple, le RPG. Oui, pour ne fâcher personne. Il y a une observation de part et d'autre. Ce que vaut, ce que peut apporter. Il faut avoir l'analyse de ses propres forces et de ses propres faiblesses. Hein. Donc, pour l'UNR en tout cas, il est vrai que sur les élections locales, le RPG avait décidé unilatéralement de n'accorder que 20% des places à tous ses alliés. Ce qui vous a fâché à un moment donné. Oui, naturellement. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on est partenaire qu'on va pas se fâcher en cours de route. Il faut qu'on soit honnête les uns envers les autres. Nous avons participé, avec d'autres partis alliés, à réagir par rapport à cette proposition que nous trouvions unique. Bien. Mais bon, entre-temps, nous, résolument, les jours allaient vers l'échéance, et donc, le moment de décision étant arrivé, nous avons réuni le bureau politique de l'UNR, et nous avons discuté librement, mais avec beaucoup de conscience et de responsabilité sur la question. Nous avions le président du parti membre du gouvernement. Vous savez, ça, ce sont des situations qui comptent dans la négociation. Boubacar Baye est membre du gouvernement. Question, pouvons-nous rejeter la proposition du RPG, ou alors cette proposition devait nous permettre plutôt de démontrer nos capacités réelles sur les espaces où le RPG était faible, puisqu'on n'est pas fort partout. Donc nous avons adopté le principe d'accepter les 20% et de travailler sur le terrain. Vous avez accepté cela? Oui. En fin de compte? Nous l'avons accepté puisque nous avons été portés candidats sur la liste du RPG à Kassiel, y compris moi-même. À Ratoma? J'ai été élu à Ratoma comme conseiller communal. Et ça a été une mésaventure, on va dire comme ça, à Ratoma pour vous? Non, écoutez, on savait que l'UFDG était la plus forte sur Ratoma. Bien. Maintenant, avions-nous obtenu assez de temps pour développer la stratégie pour battre en brèche les acquis de l'UFDG? Je dirais non. Bien. Je dirais non, puisque il faut rappeler qu'on a perdu beaucoup plus de temps dans le cadre du partenariat lui-même, ce qui fait que... Et la communication sur le terrain et la campagne. Voilà, la structuration de la stratégie n'a pas été élaborée ni exécutée. Bien. Alors donc, je parle d'un autre facteur de votre alliance aujourd'hui, depuis qu'elle a été ficelée. Celui-là qu'on voit au devant de la scène, et comme on peut qualifier comme acquis dans votre alliance, c'est bien entendu le ministre Bigop, comme tout le monde aime l'appeler. C'est lui le ministre. On a l'impression que c'est lui qui a bénéficié des largesses du pouvoir dans le cadre de votre alliance. Or, on parle d'expertise que vous apportez là à votre allié dans la gouvernance. Est-ce que votre expertise se limite seulement au ministre, ou est-ce que des cadres du parti UNR ont été mis à des postes où vous pouvez donc participer en tant qu'allié au développement de la politique de votre allié, ou est-ce que ça se limite au ministre Bigop seul? Écoutez, on va appeler ça la première phase. Boubacar Bari, ministre de l'Industrie, je pense que de ce postulat-là, on ne reprochera pas à Boubacar Bari de n'avoir pas fait bouger les lignes, loin s'en faut. Oui, dans ce domaine-là, il apporte ce qu'il peut. Oui, bien entendu. Mais je crois que le travail qu'il fait a été reconnu largement comme très audacieux et très efficace. Je veux dire, est-ce que les acquis de votre partenariat s'est limité à cela, à la nomination seulement de Boubacar Bari comme ministre de l'Industrie et des PME? Écoutez, il n'y a pas que l'UNR dans le partenariat. Il faut savoir, je pense que si nous travaillons comme nous l'avons fait autour de Boubacar Bari, ministre de l'Industrie, sur les résultats obtenus, qui rentrent naturellement dans la qualification et la qualité même de l'UNR par rapport à un travail à l'échelle nationale, je pense que nous devons nous en féliciter. Et vous vous contentez de cela? Il ne s'agit pas de se contenter. Je dis nous devons nous en féliciter avec humilité, mais nous devons nous en féliciter tout de même. Aujourd'hui, le gouvernement, le cabinet Yula a démissionné, le président de la République est en train de rebattre les cartes. On en parlera tout à l'heure. Nous verrons bien ce qui va en sortir. Justement, puisque vous me tendez la perche, avant de parler justement de ce gouvernement qui a démissionné, parlons un peu de ce qui semble être des rumeurs depuis hier. On entend dire que certains partis alliés vont se fondre finalement dans le RPG Arc-en-Ciel, dont votre parti l'UNR. Est-ce vrai ou faux? Écoutez, l'évolution politique, ceci apparaît
parmi les hypothèses. Que voulons-nous? Où voulons-nous aller? Comment voulons-nous aller? C'est les trois questions, quand elles sont posées, sur lesquelles on travaille pour trouver les bonnes réponses. Si l'hypothèse de la fusion donne un maximum d'atouts pour aller là où on veut aller et avec les moyens par lesquels on va aller, je dis pourquoi pas. Oui ou non, vous allez fondre dans le RPG demain, après-demain, parce qu'on pense que ça va se passer dans les heures à venir là. Mais écoutez, est-ce que c'est vrai ou pas? L'UNR est un parti responsable. Vous permettrez qu'avant de répondre à cette question, que j'ai une réunion du bureau exécutif ce soir, que la primauté soit accordée au parti. C'est à l'issue de cela que vous allez fondre? À l'issue de cette réunion, qui déterminera le devenir, vous aurez les informations adéquates. Mais en tout cas, le débat est sur la table, parce qu'on avait pensé que, franchement, que cette affaire de fusion ne figurerait pas à l'ordre du jour dans un parti comme l'UNR, où vous tenez à votre indépendance, à votre... voilà. Non, vous savez, on a déjà vu, je vous ai parlé tout à l'heure de première phase. Nous avons l'avantage d'avoir vu la première phase de fusion. Je crois que ceci constitue un enseignement réel. Le cas Ousmane Kabad. Ouais, tous ceux qui avaient fusionné la première fois. Je pense que et nous et le RPG, chacun apprend de ses propres fautes. Bien. Donc aujourd'hui, on évoque la question de fusion, on dit pourquoi pas. Mais comment? Non, pourquoi comment? Donc hier, il n'y avait ni pourquoi ni comment. Bien. Donc ça veut dire que si l'UNR doit fondre dans le RPG demain, samedi ou dimanche, ce sera à des conditions... Oui, tout est conditionné dans la vie. En fait, ce n'est pas forcément les conditions telles que les gens l'entrevoient. C'est simplement quels sont les garde-fous pour vous? Les limites pour les uns et les autres. Les garde-fous pour vous? Oui. Pour que, au cas où... Quelle liberté chacun a au sein du grand ensemble qu'on veut bâtir. Bien. Parce qu'il s'agit en réalité de la construction d'un grand ensemble politique. C'est ça. Bien. Donc, ça veut dire que le débat est posé, même si vous ne voulez pas dire clairement que c'est... cette option est acceptée, on verra bien dans les heures à venir. Vous savez, on pourrait penser que c'est accepté. Bien. Mais il faut respecter les formes pour atteindre le fond. On verra bien. On a un bureau politique. Il faut que, j'ai toujours dit que l'UNR, et je le réaffirme, l'UNR n'est la propriété de personne. Bien. Personne ne peut de lui-même décider de but en blanc ce qu'il faille faire. C'est un groupe d'hommes et de femmes qui ont décidé de construire une vision ensemble dans le respect bien compris des uns et des autres. Bien. En tout cas, on verra à l'issue de votre réunion d'aujourd'hui, est-ce que la fusion sera votée par la majorité ou pas. En tout cas, le débat est déjà sur la table. On termine par cette démission du gouvernement Mamadi Youla. Il a dit dans sa lettre de démission, c'était la volonté du président Alpha Condé de remanier l'équipe comme il l'avait même annoncé le 8 mars. C'est fait, le gouvernement a démissionné. Votre réaction est, selon vous, en tant que politique aussi, quel type de gouvernement auquel il faut s'attendre pour les pratiquement 2 ans qui restent au président Alpha Condé? Écoutez, c'était l'agenda du président, il l'a proclamé le 8 mars lors de la journée de la femme guinéenne, enfin la femme au monde, c'était en Guinée, la femme guinéenne, et je crois que proclamer tel qu'il l'a fait devait forcément aboutir à ce que nous avons vécu hier. Maintenant, ça, ce sont les formes constitutionnelles de la démocratie, puisque le président avait par lui-même déjà fini de disqualifier son gouvernement en annonçant le remaniement. Avant ça, pendant ça et après ça, sur moultes interventions, le crédit gouvernemental était déjà entamé. Maintenant, je crois que le Premier ministre Mamadi Youla a bien fait de se soumettre à l'exercice constitutionnel républicain consistant à présenter sa démission et celle de son gouvernement au président de la République, pour permettre au président de la République, qui, on l'espère, a fini de rebattre les cartes pour placer un nouveau gouvernement, devant conduire sa vision par des actions et des actes qui soient bien compréhensibles par les populations guinéennes. Et ceci est fondamental, ce qui m'amène à votre seconde question, les points certainement à renforcer dans l'équipe gouvernementale à venir. Je crois que je ne serai pas sorti en disant qu'il faut renforcer la communication au sein du gouvernement. Il faut que les populations soient
dans des temps réels, au parfum de ce que le gouvernement est en train de faire et qui découle d'éléments de la vision du président de la République. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à un gouvernement qui aura, entre autres, comme priorité la visibilité des actions de ce même gouvernement ou de la gouvernance Alpha Condé. Oui, vous savez. C'est ce qui ne se fait pas en ce moment-là. Tout à fait. En fait, c'est un des grands reproches faits au cabinet Youla, entre deux conseils des ministres. Et le président Alpha Condé lui-même l'a suffisamment dit à chaque fois. Vous ne communiquez pas, tel ministre, vous ne communiquez pas. Et vous savez, quand on ne communique pas, on laisse la place à la désinformation. Absolument. Ce qui est plus grave que la rumeur. Donc je crois qu'il faut corriger fortement cet aspect. Vous savez, hier on disait je gouverne par le peuple et pour le peuple. Aujourd'hui, la bonne gouvernance politique est de dire on gouverne par le peuple pour le peuple, mais avec le peuple. Tout à fait. C'est une gouvernance participative. Donc il faut que les gens se sentent impliqués, concernés et qu'ils se sentent engagés. Bien. Maintenant, il faudra renforcer également, ce qui n'est un autre secret pour personne, les capacités réelles de sécurité pour tous. Bien. Il faut, in fine, renforcer une justice pour tous. Je crois que si nous avons une justice pour tous, une sécurité pour tous, la vision présidentielle de promotion des investissements privés aura un effet grandiose et je crois que ça créera de l'emploi et c'est une des faiblesses monstrueuses dans laquelle nous sommes. Les jeunes sont sans emploi, c'est pourquoi les jeunes sont nerveux. Il faut leur créer les conditions d'accès à l'emploi. Absolument. Et en un mot, est-ce que, comme on peut le dire, puisqu'il reste 2 ans, et le président, quand on l'entend souvent, il a tellement de choses en tête, il veut faire tellement de choses pour rentrer dans l'histoire en finissant son 2e mandat, peut-être qu'il faut un gouvernement commando, si je peux le dire comme ça, qui ne sera pas dans les 4 murs des ministères sur le terrain, un gouvernement dynamique qui bouge pour que, à chaud sur le terrain pour ces 2 ans, que des actes, en tout cas, remarquables soient posés. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Je ne sais pas comment vous l'appellerez ce type de gouvernement. Mais écoutez, c'est un gouvernement d'action. C'est un gouvernement d'action que le président doit nous trouver pour permettre. Moi, je comprends ce que vous disiez tout à l'heure, les différents projets qu'il a dans sa tête. Oui, l'homme est malade pour la Guinée. Alpha Condé, quand vous le voyez, il est malade. Il a mal. Il s'est fixé un défi même personnel. Bon, enfin, je crois que nous devons saluer, n'est-ce pas, ce sentiment fort qu'il a pour son pays et souhaiter qu'il trouve les hommes. Il faut les hommes maintenant. Oui, naturellement, c'est ce que je dis. Il faut souhaiter que, là, puisqu'on est aussi en mois de Ramadan, que la lumière divine ait pu l'habiter pour qu'il trouve des hommes et des femmes. Et il y en a dans ce pays à foison qui puissent, avec lui, relever ces défis-là. Et en parlant d'hommes, justement, qu'il lui faut pour cette mission d'action, alors, est-ce qu'on peut penser à vous, Patrice? Est-ce qu'on peut vous voir entrer au prochain gouvernement, peut-être à la place de Big Up, je ne sais pas, ou bien peut-être pour aller compléter Big Up au compte de l'UNR? Écoutez, c'est toujours un honneur d'être appelé à servir son pays. Donc, comme je vous l'ai dit, chaque Guinéen comme moi souhaiterait être de l'aventure. Bien. Enfin, mais je crois que celui qui a un mandat ici relevant des populations guinéennes s'appelle Alpha Condé, et donc seul lui a le pouvoir de nomination. Souhaitons qu'il y ait des milliers de Patrice Camara auxquels ils puissent penser pour que ce que nous attendons tous et qui est notre fierté réelle, c'est d'avoir un pays qui apparaisse comme un pays normal. Tout à fait. Bien. Donc souhaitons que vous soyez de l'équipe, bien entendu. En tout cas, merci d'être passé, M. Patrice, à très bientôt. Bien, ça a été un plaisir et je profite de votre antenne pour souhaiter aux populations guinéennes, au président de la République d'abord, au chef de file de l'opposition, au peuple de Guinée, un excellent mois de Ramadan, dans les difficultés dans lesquelles nous sommes. Mais je crois que la foi transcende tout cela et que la paix habite chacun, pour que chacun transmette cette paix à la République. Merci. Je vous remercie. Merci. Voilà, c'était tout pour ce numéro de Café Débat. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir servi toute cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez bien soin de vous et comme il l'a dit, je vous souhaite un bon début de Ramadan. À bientôt. Au revoir.